Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. La vie mouvementée d'Henriette Campan par Geneviève Haroche-Bouzinac vient de paraître chez Flammarion. Franck Ferrand en profite pour rentrer aujourd'hui dans l'intimité de la reine. Bonjour Franck. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous avez raison de dire que la reine se suffit à elle-même. On n'a même pas besoin de dire de laquelle on parle. Évidemment, tout le monde aura compris qu'il s'agit de Marie-Antoinette, dont Madame Campan fut la lectrice à Versailles et le témoin des malheurs sous la Révolution. Pour nous en parler, je reçois Evelyne Levert, j'allais dire évidemment, Evelyne qui connaît si bien la dernière souveraine de l'Ancien Régime. Et après quoi, Clémentine Portier-Kaltenbach nous parlera des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Mais oui, Franck. parce que Madame Campan a été la fondatrice de tout cela, à l'instigation de Napoléon. Si je ne m'abuse, ça devrait conduire nos pas du côté de Saint-Denis. Allez, tout de suite, nous retrouvons Henriette Campan à Versailles. Vous pensez que je vais vous surprendre pour commencer ce récit ? Eh bien non, je ne vais pas vous surprendre, puisqu'en mai 1770, ça on le sait, l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine va épouser le dauphin du royaume de France, le futur roi Louis XVI. Ils se sont rencontrés à Compiègne, ils ne vont pas tarder à arriver à Versailles pour les grandes fêtes du mariage. Marie-Antoinette rencontre une jeune femme qui est à peine plus âgée qu'elle et qui s'appelle Jeanne-Louise Henriette Genet. C'est la future Madame Campan et voilà ce qu'elle nous dit, elle, de l'arrivée de cette dauphine à la cour. Madame la dauphine, alors âgée de 15 ans, éclatante de fraîcheur, parut mieux que belle à tous les yeux. Sa démarche tenait à la fois du maintien imposant des princesses de sa maison et des grâces françaises. Ses yeux étaient doux, son sourire aimable. Lorsqu'elle se rendait à la chapelle, dès ses premiers pas qu'elle avait faits dans la longue galerie, elle avait découvert, jusqu'à l'extrémité de cette pièce, les personnes qu'elle devait saluer avec les égards dus au rang, celles à qui elle accordait une inclination de tête, celles enfin qui devaient se contenter d'un sourire, en lisant dans ses yeux un sentiment de bienveillance fait pour consoler de n'avoir pas de droit aux honneurs. Vêtue d'une légère robe de gaze ou de taffetas, on la comparait à la Vénus de Médicis, à l'Atalante des jardins de Marly. Les poètes célébrèrent ses charmes, les peintres, voulurent rendre ses traits. Louise Henriette est éblouie par la nouvelle venue, on le sent, elle a 17 ans elle-même, elle est bien connue à Versailles puisqu'elle est la fille du premier commis au ministère des Affaires étrangères. Cela fait 2 ans qu'elle occupe la charge de lectrice de Mesdames. Vous savez, Mesdames sont les filles de Louis XV, en l'occurrence celles qui restent à Versailles, c'est-à-dire Madame Adélaïde, Madame Victoire, Madame Sophie et Madame Louise. Alors, pourquoi a-t-on choisi Henriette Campan pour cet office ? Eh bien, elle maîtrise l'anglais, l'italien, elle chante remarquablement, sa diction surtout, pour une lectrice c'est essentiel. Tout ça lui a permis d'occuper cette charge difficile, 5 heures de lecture par jour. Vous savez que les princes, les princesses à l'époque ne lisent pas eux-mêmes, ils ont des bibliothèques abondantes, mais ça leur paraîtrait un peu étrange d'ouvrir un livre et de le lire. Donc on le confie à un lecteur qui vous lit. Eh bien voilà le rôle en fait, c'est un petit peu l'ancêtre du lecteur de CD d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est voilà le rôle d'Henriette qui, en ce jour de mai 1770, va entrer, on va dire, au service de celle qui, pendant 22 ans, sera sa maîtresse. Assez rapidement, une complicité s'établit entre la dauphine, nouvelle venue, et cette Henriette qui échange quelques mots en italien. Évidemment, la lectrice des filles de Louis XV accompagne à la harpe Marie-Antoinette, qui chante des airs de Grétry. Grétry est le grand compositeur à la mode à l'époque. Et le 10 mai 1774, tout change, puisque vous connaissez sans doute cette date, peut-être en tout cas, c'est la mort du roi Louis XV. À 22 ans, Henriette devient l'une des femmes de chambre de Marie-Antoinette. Alors attention, quand on dit femme de chambre, c'est une fonction, c'est un office, devrais-je dire, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on s'en fait aujourd'hui. C'est une dame qui va se trouver donc dans l'entourage de la nouvelle reine. Elle est survivancière de la première femme de chambre, Madame de Misery, et à ce titre, elle obtient un logement au grand commun du château de Versailles. Être logée à la cour, ça c'est le signe d'une ostensible promotion. Geneviève Haroche-Bouzinac, dans La vie mouvementée d'Henriette Campan, nous dit « Les 12 femmes de chambre ordinaires servent la reine par quartier,
Par quartier, ça veut dire une semaine de service suivie de 15 jours de repos. Durant leur semaine de travail, 4 d'entre elles logent au château. Elles vaquent à leurs occupations 2 par 2 pendant 48 heures, puis bénéficient d'une pause de 24 heures durant lesquelles elles peuvent être appelées néanmoins. Selon un rite solennel, la relève s'effectue toujours à midi. Pour cette passation de pouvoir, les femmes revêtent le grand habit de cour, donc ça n'est pas rien. Et dans un bruissement de taffetas, le relais s'effectue en silence. Oui, un joli silence, si je puis dire, le silence du frottement du taffetas et des fils d'or et d'argent. Le lendemain, donc 11 mai, en l'église Saint-Louis de Versailles, Henriette va épouser Pierre-Dominique François Berthollet-Campan, qui lui est maître de la garde-robe de Madame la Comtesse d'Artois, officier de la chambre de la Dauphine, fils du maître de la garde-robe d'Adélaïde, donc une des filles de Louis XV. La fille aînée à ce moment-là. Et là, ce monsieur va vite faire comprendre qu'il n'aime pas sa nouvelle épouse. Et dans ses mémoires, Madame Campan, au service de Marie-Antoinette, raconte la vie de la reine, les arrivées auprès d'elle de la duchesse de Polignac, de Madame de Lamballe. Bref, grâce à Madame Campan, puisque maintenant il faut l'appeler ainsi, nous sommes en train d'explorer l'intimité de la reine. Marie-Antoinette ne mangeait habituellement que de la volaille rôtie ou bouillie et ne buvait que de l'eau, écrit-elle par exemple. Elle ne témoignait de goût particulier que pour son café du matin et une sorte de pain auquel elle avait accoutumé dans son enfance à Vienne. C'est le fameux pain viennois, sans doute. À propos de la toilette, Madame Campan écrit « Sa modestie était extrême dans tous les détails de sa toilette intérieure. Elle se baignait vêtue d'une longue robe de flanelle boutonnée jusqu'au col, et tandis que ses 2 baigneuses l'aidaient à sortir du bain, elle exigeait que l'on tînt devant elle un drap assez élevé pour empêcher ces dames de l'apercevoir. Cependant, un nommé Soulavie, le voilà lui, un nommé Soulavie, nous dit Madame Campan, a osé écrire, dans le premier volume d'un ouvrage des plus scandaleux, que la reine était d'une effroyable immodestie, qu'elle se baignait nue, qu'elle avait reçu dans cet état un ecclésiastique vénérable. Quel châtiment ne devait-on infliger à des libellistes qui osent vouloir donner à leurs perfides mensonges le caractère de mémoires historiques? On est au moins certain qu'avec Madame Campan, il n'y aura pas d'aragot, ou pas trop. La femme de chambre insiste sur le souhait de Marie-Antoinette de s'affranchir d'une étiquette qui, évidemment, lui paraît tellement pesante comparée à celle de la cour d'Autriche. Elle se dégagea de la nécessité d'être suivie dans le palais de Versailles par 2 de ses femmes en habit de cour, dit-elle, aux heures de la journée où les dames n'étaient plus auprès d'elle. Dès lors, elle ne fut plus accompagnée que d'un seul valet de chambre et 2 valets de pied. Tout de même, la reine, dès qu'elle fait 3 pas, a quand même un valet de chambre et 2 valets de pied qui la suivent. Ça, c'est l'étiquette. Et c'est une étiquette qu'on essaie évidemment d'assouplir un petit peu. Madame Campan donne des cours d'anglais à la reine, par exemple. Ça faisait pas partie de ce qui était prévu. Henriette garde une certaine distance. Elle se souvient du conseil que son beau-père, Monsieur Genet, lui avait donné bien avant qu'elle ne soit une familière de la cour. Les confidences n'attirent qu'une faveur passagère et dangereuse, lui avait-il dit. Servez avec zèle, ma petite, avec toute votre intelligence. Ne faites jamais qu'obéir. Voilà un bon conseil pour quelqu'un qui commence un office à la cour. Madame Campan n'en sera pas moins au cœur de l'intimité de la reine et donc au cœur d'un certain nombre de graves questions d'État. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, vous nous racontez aujourd'hui les années durant lesquelles Madame Campan a été la femme de chambre de la reine Marie-Antoinette. La source principale sont ses mémoires, mais oui. Quand ont-ils été écrits et publiés ? Alors, les mémoires de Madame Campan sont écrits sous le Premier Empire, après la Révolution, même si elle avait beaucoup de notes, bien entendu. Elle dirige à l'époque la première maison d'éducation de la Légion d'honneur, dont nous parlera tout à l'heure Clémentine. La narration commence en 1767, c'est-à-dire au moment où Henriette devient lectrice de Mesdames, et elle s'achève à la mort de Louis XVI en 1793. Les mémoires en question sont donc écrits sous le Premier Empire, ils ne seront publiés que bien plus tard, après la mort de Madame Campan sous le règne de Louis XVIII en 1822. Alors dans ces mémoires, Madame Campan revient sur beaucoup d'épisodes. Par exemple, on y suit la visite à Versailles du frère de Marie-Antoinette, celui qui est empereur maintenant, l'archiduc d'Autriche Joseph II, devenu empereur, enfin qui va devenir empereur en 1780, si je ne m'abuse. Là, on est encore en 1777.
Il n'a pas laissé une très bonne impression à notre mémorialiste. Le voyage de l'archiduc fut de toute façon une mésaventure, écrit-elle. Ce prince ne fit partout que des bévues. Il alla au jardin du roi, monsieur Buffon, qui l'y reçut, lui présenta un exemplaire de ses œuvres. Le prince refusa le livre en disant le plus poliment du monde à monsieur Buffon « Je serais bien fâché de vous en priver ». On peut juger si les Parisiens se divertirent de cette réponse. Alors elle relève également les vexations dont le frère fait preuve à l'encontre de sa sœur. Il lui reprochait d'avoir introduit trop de modes nouvelles et la tourmentait sur l'usage du rouge auquel ses yeux ne pouvaient s'habituer. Le rouge, c'est ce qu'on se met sur les joues, vous savez, à l'époque, qui rehausse évidemment le teint. Un jour qu'elle en mettait plus que de coutume, devant aller au spectacle, c'était ainsi, dans les salles de spectacle mal éclairées, on portait beaucoup de rouge. Il lui conseilla d'en ajouter encore, et indiquant une dame qui était dans la chambre et qui en avait à la vérité beaucoup, « Encore un peu sous les yeux, dit l'empereur à la reine, mettez du rouge en furie, comme madame. » La reine pria son frère de cesser ses plaisanteries, et surtout de ne les adresser qu'à elle seule, quand elle serait désobligeante. Et oui, Joseph II, lui, a les manières plus simples de la cour d'Autriche, disons les choses, il n'est pas compassé comme on se doit de l'être à Versailles. Et évidemment, son grand sujet, lui, c'est la situation conjugale de la reine. Madame Campan s'en fait l'écho, bien entendu. Vers les derniers mois de 1777, la reine étant seule dans ses cabinets, nous fit appeler, mon beau-père et moi, et nous présentant sa main à baiser, nous dit que, nous regardant l'un et l'autre comme des gens bien occupés de son bonheur, elle voulait recevoir nos compliments, qu'enfin elle était reine de France et qu'elle espérait bientôt avoir des enfants, qu'elle avait jusqu'à ce moment su cacher ses peines, mais qu'en secret elle avait versé bien des pleurs. Ah, quel soulagement pour la reine qui va mettre au monde une petite princesse, Marie-Thérèse, celle qu'on appellera plus tard Madame Royale, et puis 3 ans plus tard, vous savez que c'est la naissance du premier dauphin, Louis-Joseph. Alors là, Madame Campan, évidemment, écrit. La reine, pendant les années qui s'écoulèrent depuis 1775 jusqu'à 81, se trouvait à l'époque de sa vie où elle se livra le plus au plaisir qui lui était offert de toutes parts. Il y avait souvent, dans les petits voyages de Choisy, spectacle 2 fois dans une même journée, grand opéra, comédie française ou italienne à l'heure ordinaire, et à 11h du soir, on rentrait dans la salle de spectacle pour assister à des représentations de parodies où les premiers acteurs de l'opéra se montraient dans les rôles et sous les costumes les plus bizarres. Ça plaisait beaucoup évidemment à cette jeune reine. Tout ça, c'est le bonheur, c'est l'étourdissement de Versailles, c'est ce qu'on reprochera tellement plus tard à Marie-Antoinette. C'est de courte durée, disons-le. Alors que le premier fils de Madame Campan naît, on est là en 1784, il s'appelle Henri, c'est le moment 1784 où éclate cette affaire du collier qu'a si bien raconté Évelyne Levert. Madame Campan qualifie ainsi cette affaire, je la cite, une intrigue sourde, combinée par des escrocs et qui se préparait dans l'ombre d'une société corrompue, devait essentiellement attaquer le caractère de la reine et porter l'atteinte la plus directe à la majesté du trône et au respect qui lui est dû. Nous sommes bien d'accord aujourd'hui que nous connaissons les détails de l'affaire. Il est évident qu'à une époque, et notamment lorsque Madame Campan écrit ses fameux mémoires, on est beaucoup moins convaincu de cette affaire. Alors elle va être elle-même, directement, notre Henriette, directement mêlée à l'affaire, puisque le joaillier Beumer, qui travaille avec son associé Bassange, vous savez, Beumer, qui depuis plusieurs années cherche à vendre ce somptueux collier de près de 650 diamants, pesant 2800 carats, fréquente la famille de son mari. Le Beumer fréquente les Campans. Et lorsqu'il s'étonne auprès de Madame Campan de ne pas avoir reçu le paiement total du bijou, Henriette avertit sa maîtresse, bien sûr, elle en parle à la reine, qui ne comprend rien à cette histoire. Le joaillier est convoqué d'urgence à Trianon, vous connaissez cette histoire. Le cardinal de Rohan, qui, pour gagner les faveurs d'une reine qu'il trouvait trop froide à son égard, avait offert ce collier, en vérité, à une femme qui était un escroc notoire, Madame de la Motte. Il pensait, bien entendu, les offrir lui-même à la reine. Madame de la Motte servait d'intermédiaire, en vérité, dans cette affaire. Peu importe. Toujours est-il que le cardinal va finir par être arrêté. L'affaire est confiée au Parlement de Paris. En mai 86, Madame de la Motte et ses complices sont condamnés. Rohan, lui, est blanchi, ce qui rend Marie-Antoinette malade, car elle aurait voulu, elle, que
toutes les personnes ayant trempé dans l'affaire soient clairement condamnées. Elle voulait absolument blanchir son honneur. Madame Campan écrit « La douleur de la reine fut extrême. Aussitôt que j'appris le jugement du procès, je me rendis chez elle. Je la trouvais seule dans son cabinet. Elle pleurait. « Venez, me dit Sa Majesté, venez prendre votre reine outragée et victime des cabales et de l'injustice, venez la plaindre. Mais à mon tour, je vous plaindrai, comme Française, si je n'ai pas trouvé de juge équitable dans une affaire qui portait atteinte à mon caractère. Que pouvez-vous espérer si vous aviez un procès qui touche à votre fortune et votre honneur? Et oui, si les juges n'ont pas rendu justice à la reine, pense Marie-Antoinette, comment rendrait-il justice à de simples sujets? Madame Campan est bien placée pour connaître les sentiments de la reine, évidemment. Elle devient à cette époque première femme de chambre, avec cet emploi du temps réglé à la minute. C'est assez impressionnant tout ça. Le matin, toilette de la reine. Madame Campan présente le livre dans lequel sont agrafés les échantillons de robes, les habits, etc. C'est la fameuse Gazette d'Atour que l'on prend plaisir aujourd'hui à feuilleter. Elle introduit ensuite la marchande de mode, Rose Bertin, dans un cabinet particulier. C'est la fournisseuse attitrée de Marie-Antoinette. Elle tient également, notre Henriette, l'agenda de la reine. Elle note les heures de lever, de coucher, de sortie, de rentrée. Elle est responsable de la cassette privée. Elle s'occupe de toutes les affaires d'office, notamment du bain de la reine. Bref, elle est maintenant devenue extrêmement proche d'une souveraine dont on peut la considérer comme la confidente. Elle est la spectatrice de tous les événements qui, à partir de mai 89, vont secouer la France. Elle va être aux premières loges pour assister à ce qui bientôt sera le martyre de Marie-Antoinette. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'histoire de Madame Campan, qui fut la femme de chambre de Marie-Antoinette, à son service durant 22 ans et jusqu'à ses derniers instants. C'est ce qu'on va voir maintenant avec vous, Franck. Et oui, et nous sommes à la veille, vraiment au début, on va dire, de la Révolution, avec l'ouverture des États généraux, le 4 mai 1789. Voilà ce que nous dit Madame Campan. Pour la dernière fois de sa vie, la reine parut avec la magnificence royale. Je ne passerai pas sous silence une anecdote connue qui prouve qu'avant cette époque, une faction avait ourdi des drames contre cette princesse. Lors de la procession des États généraux, des femmes du peuple, en voyant passer la reine, crièrent « Vive le duc d'Orléans !» et avec des accents si factieux qu'elle pensa s'évanouir. On la soutint, et ceux qui l'environnaient craignirent un moment qu'on ne fût obligé d'arrêter la marche de la procession. La reine se remit et eut un vif regret de n'avoir pu éviter les effets de ce saisissement. Et oui, mais celle-là, ça l'avait dépassé, ça avait été plus fort qu'elle, si vous voulez. Dans ses mémoires, Henriette Campan évoque les événements qui se précipitent. Après les États généraux, eh bien, elle assiste évidemment, elle entend parler de très près du serment du jeu de paume, bien entendu, du renvoi de Necker, qui n'est jamais que le Xème, et puis de la prise de la Bastille le 14 juillet. Le 14 juillet au soir, écrit-elle, le roi était entré chez la reine comme j'étais seule avec Sa Majesté. Il lui parlait des soupçons affreux que les factieux de l'Assemblée avaient fait répandre. Entre parenthèses, ça vous donne une idée de l'image qu'on a des soubresauts de la Révolution vus de l'intérieur de la petite famille royale. C'est-à-dire que ce sont les gens qui réclament une Assemblée nationale sont des factieux. Au lendemain de la prise de la Bastille, la foule va finir par se présenter à Versailles. Vous savez, quand je dis au lendemain, pas tout à fait quand même, c'était les 5 et 6 octobre 1789. Et Madame Campan se voit confier par la reine la clé des appartements qui descendent jusqu'à la cour. Je me mêlais parmi la foule, dit Madame Campan. J'entendis 1000 vociférations. Il était aisé de juger à la différence entre le langage et le vêtement de certaines gens qu'il y en avait beaucoup de déguisés. Une femme ayant un voile de dentelle noire baissé sur son visage m'arrêta avec assez de violence par le bras et me dit en m'appelant par mon nom « Je vous connais très bien, dites à votre reine qu'elle ne se mêle plus de nous gouverner, qu'elle laisse son mari et nos bons états généraux faire le bonheur du peuple. » Et oui, on sait que Marie-Antoinette est opposée à tous ces grands changements. Madame Campan évoque tous ces grands événements depuis la création de la garde nationale, la fin des privilèges, le 4 août 1789, etc., etc. Elle n'est pas de service le 5 octobre 1789 lorsque des milliers de femmes, qualifiées dans ses mémoires de poissardes, de furies, marchent sur Versailles pour ramener la famille royale. Mais sa propre sœur, qui s'appelle Adélaïde et qui elle-même est femme de chambre de Marie-Antoinette,
est témoin des événements. Et le lendemain, donc 6 octobre au matin, Madame Campan est rappelée auprès de la reine. Elle se voit confier les robes les plus précieuses, les effets les plus précieux, tous les joyaux, etc. Les joyaux de jour, j'entends bien, pas les joyaux de la couronne, inutile de vous dire. Et avec sa sœur Adélaïde, elle rassemble les objets de première nécessité. J'avais vu Sa Majesté seule dans ses cabinets, un instant avant son départ pour Paris, écrit-elle. Elle pouvait à peine parler, des pleurs inondaient son visage vers lequel tout le sang de son corps paraissait s'être porté. Elle me fit la grâce de m'embrasser, donna sa main à baiser à M. Campan et nous dit « Venez de suite vous établir à Paris. Je veux vous faire loger aux Tuileries. Venez, ne me quittez plus. De fidèles serviteurs, dans des moments semblables, deviennent d'utiles amis. Nous sommes perdus. Entraînés peut-être à la mort, les rois prisonniers en sont bien près. » C'est intéressant d'avoir comme ça ce témoignage de première main. Il nous montre qu'en l'occurrence, Marie-Antoinette ne se faisait aucune illusion sur le sort qui l'attendait. Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Vous êtes toujours là lorsqu'il est question de cette époque, de ce petit monde autour de la reine, comme disait Pierre de Nolhac, et ça nous fait grand plaisir. Madame Campan nous livre un des témoignages les plus passionnants qui soit sur cette intimité. Vous avez tout à fait raison. Ce sont des témoignages très intéressants, mais qui sont sujets à caution bien souvent. Et comme toujours les mémoires. Comme toujours les mémoires, mais Madame Campan en a particulièrement rajouté, et puis elle a aussi beaucoup péché par omission. Madame Campan a pris des notes tout au cours de son service auprès de la reine, et après la Révolution, lorsqu'elle a créé cette école qui devait véritablement devenir quelque chose de très important sous l'Empire, elle a reçu la fille de Joséphine de Beauharnais, la future reine Hortense, et les sœurs de Napoléon, etc. Et elle leur racontait très volontiers la cour de Louis XVI. Et elle parlait de façon non édulcorée à l'époque. Elle disait les choses telles qu'elles devaient être. On va voir ce qu'elle leur disait dans un instant, si vous le voulez bien. Je précise que les mémoires de Madame Campan, bien entendu, font partie des plus célèbres des volumes de la collection Le Temps retrouvé, Mercure de France, Le Temps retrouvé, que vous connaissez bien, Evelyne Levert, et pour cause. Vous avez dirigé cette collection pendant quelques années. Donc, les mémoires de Madame Campan sont à lire absolument. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette, avec votre invitée Franck Evelyne Levert, historienne et auteure du Dictionnaire amoureux des reines. Vous parlez de Madame Campan, et vous en avez beaucoup parlé, bien sûr, Evelyne Levert, parce que, encore une fois, elle est un témoin très important. Mais ce qu'on découvre, enfin, ce que moi je redécouvre dans La vie mouvementée d'Henriette Campan, de Geneviève Haroche-Bouzinac, ce gros livre qui vient de paraître, excellent livre qui vient de paraître chez Flammarion, c'est que le personnage est au moins aussi intéressant que celle dont elle parle. C'est-à-dire jusqu'ici, on avait utilisé Madame Campan comme un mémorialiste, point final. Elle était celle qui nous racontait l'intimité de la reine. Oui. Et on se rend compte que sa vie à elle est passionnante. Sa vie est passionnante. Mais si vous voulez bien, je reviens sur ce que je disais juste avant l'interruption, sur les mémoires de Madame Campan. Donc, elle avait écrit un premier jet de mémoires qu'elle lisait volontiers, et elle les a lus à ses jeunes élèves. Mais elle les a lus aussi à Stendhal, qui les a entendus et qui trouvait que c'était assez formidable. Lorsque il y a eu la Restauration en 1815, on a beaucoup accusé Madame Campan d'avoir servi l'Empire. Et elle a servi, évidemment, l'Empire. Alors on a dit qu'elle avait trahi la reine, etc. Donc elle a voulu se justifier en publiant des mémoires extrêmement édulcorées sur la jeunesse de Marie-Antoinette. Et c'est là qu'elle a inventé et péché aussi par omission. Je vous en donne un exemple dans lequel j'y ai cru, et puis je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Elle raconte par exemple l'accouchement de la reine, le premier accouchement de la reine, en disant qu'il a lieu en public et que la reine en est très malheureuse, bien entendu. Alors, elle dit, on ouvre les portes de la chambre de la reine et la foule se précipite. Alors, elle invente que deux petits ramoneurs montent sur une armoire. Il n'y a pas d'armoire, on n'aurait jamais permis à deux ramoneurs. Et après, elle dit que lorsque la reine a accouché, les suites de l'accouchement se passent mal. C'est tout à fait exact. Mais elle invente que Louis XVI se précipite vers la fenêtre et
seul l'amour que lui inspirait la reine lui permet d'ouvrir ses fenêtres. Avec une force extraordinaire, d'ouvrir ses fenêtres. C'est complètement faux. Si vous lisez le journal de Louis XVI, vous voyez bien qu'il est parti. Lui, il a suivi l'enfant qu'on est allé habiller, etc., et que l'on a ondoyé. Alors, donc, des détails de ce genre, Madame Campan en a rajouté beaucoup pour exalter l'amour du roi pour la reine, pour exalter Vous citiez tout à l'heure. Elle a créé de belles images, Elle a créé des images, et alors on ne peut pas se fier à Madame Campan. Il y a des choses exactes. Alors là où c'est exact, par exemple, j'ai pu le vérifier, on avait dit non, c'est sûrement du roman, c'est par exemple dans l'affaire du collier. Elle donne des noms et elle parle d'un jeune magistrat qu'elle avait rencontré, à qui elle avait remis des papiers. Eh bien là, le jeune magistrat, je l'ai retrouvé moi dans les archives. Donc il y a des choses exactes et il y a des choses inexactes. Et on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Alors, est-ce que le procès que vous intentez là n'est pas celui tout simplement des mémoires en général? Non, là, parce que Madame Campan vraiment a inventé et a omis. Alors il y a une chose très intéressante qu'a retrouvée Madame Bouzinac. Elle a retrouvé, parce qu'elle a, Madame Campan, il y a eu des descendants par son frère qui est allé s'installer aux États-Unis, et il y a une chemise dans laquelle, alors là, c'est un dossier, mais il reste plus que la chemise, mais il n'y a plus rien dedans. C'est les secrets de la liaison de Marie-Antoinette avec Fersen. Donc elle savait, elle était aux premières loges, mais elle a tout transformé pour donner d'elle, Madame Campan, une image favorable dans sa relation avec la reine, et elle a certainement augmenté les sentiments que lui portait la reine. La reine a grande confiance en elle, et ça, c'est tout à fait exact, car Madame Campan, fidèle, si vous voulez, à l'esprit de tout ce personnel qui travaillait au château de Versailles, tous ces gens qui appartenaient à la maison de la reine, qui ont été parfait, ne disant rien et voyant tout. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'elle n'ait pas pu tout dire. Et je reviens à Stendhal, qui a dit que lorsqu'il a lu les mémoires de Madame Campan, il a trouvé que c'était une homélie niaise, une rhapsodie larmoyante. Je cite Stendhal. Donc, on n'est pas du tout proche de la vérité. Et elle caricature Joseph II. Vous avez montré le côté, un peu lourdeau. Lourdeau. Et Joseph II, c'est pas ça du tout. Et il va voir Il va jouer un rôle très important, puisque le roi et la reine lui doivent leur postérité. Mais oui, et puis quand on retrouve les lettres que Joseph envoie à sa sœur et les conseils qu'il lui donne sur le plan personnel, vous savez, là c'est très direct et c'est bien plus dur que ce que dit Madame Campan, et c'est beaucoup plus intelligent. Donc là, tout est édulcoré. Bon, c'est ça qu'il faut voir avec Madame Campan. Cela dit, Madame Campan est une femme extrêmement intelligente. Et elle est très cultivée, ce que n'était pas la reine. Elle parle plusieurs langues, elle joue des instruments. Alors, elle n'a pas du tout le même esprit. Elle est royaliste, certes, mais elle est royaliste, je dirais, moderne. Ouverte, oui. C'est une femme des Lumières. Et tout son entourage, ce sont des gens des Lumières. Et on reçoit chez eux une aristocratie ouverte et un certain nombre d'intellectuels. Mais y compris de ceux qui vont faire la révolution. Mais absolument. Cela dit, fidélité, là et là, on peut lui rendre hommage, fidélité absolue à sa fonction, qui est une fonction de sauvegarde auprès de la reine. Vous l'avez très bien dit. Elle s'occupe aussi de sa cassette, c'est-à-dire c'est elle qui a la main sur les bijoux de la reine, c'est elle qui lui rend des comptes à la fin du mois. C'est pour ça qu'elle est en rapport avec le bijoutier Beumer, dans la fameuse affaire du collier. Elle est au courant de tout, elle voit tout, elle sait tout. Et elle est la bonne servante, au sens noble du terme, de la reine. Eh bien, et ça, c'est pas affectif. Voilà une mise au point qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons revenir sur tout ce qui ne concerne pas les mémoires, c'est-à-dire la vie de cette femme, parce que c'est une vie qui nous en apprend beaucoup sur son époque. Je serais presque tenté de dire sur ses époques. Vous avez raison. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes sur Europe 1 aujourd'hui au cœur de l'histoire de Marie-Antoinette, puisqu'on évoque aujourd'hui Madame Campan, sa femme de chambre, avec vous Franck et votre invitée Évelyne Levert, historienne. Avant Madame Campan, elle avait quand même servi les filles de Louis XV, à commencer par Madame Adélaïde, qui n'était pas très tendre, si je puis dire. Ça n'était peut-être pas très facile d'être au service de mesdames. Oh, certainement pas, certainement pas. Mais alors, Madame Campan est la fille du principal traducteur. Et c'est ça. Il est le chef des traducteurs et il est affilié
aux affaires étrangères. D'où son côté polyglotte. Et il est polyglotte, et ses filles, parce qu'Henriette Campan a 3 sœurs. Elles sont les 4 sœurs. Elles sont polyglottes, ce sont des femmes très, très cultivées. Et elle a une jolie voix, elle lit bien, elle a de grandes connaissances littéraires et des connaissances également musicales. Et c'est son père qui l'introduit chez Mesdames, filles de Louis XV, et elle leur fait la lecture. Elle est capable de lire 5 heures d'affilée un texte. Alors il paraît que Madame Louise lui fait donner des verres d'eau sucrée pour que sa voix puisse tenir. Elle est toute jeune et tout de suite elle entre dans ce milieu. Elle se rend un petit peu indispensable. Elle se rend indispensable. Elle a du charme, elle est jolie, elle est intelligente, elle doit faire rire aussi, elle doit distraire ces célibataires qui mènent une vie extrêmement terne. Elle voit Louis XV et elle le voit dans l'intimité. Tout cela est exact. Et cette vie à la cour lui pèse sans doute un peu, mais enfin elle est quand même très jeune, jusqu'au moment où arrive la dauphine. Et, voilà. Et la dauphine la repère en quelque sorte. Elles sont 2 jeunes filles en fait. Ce sont deux jeunes femmes jeunes en tout cas. Filles. Oui. Non, elle n'est pas encore mariée. Oui, Madame Campan, elle est Mademoiselle Genet. Et Marie-Antoinette pense que c'est intéressant d'avoir une femme de chambre qui sera à sa disposition et qui dépendra d'elle et qui ne lui sera pas imposée par le service de la cour. Et c'est pour cela qu'elle l'a fait nommer sa femme de chambre, et puis elle va devenir très rapidement sa première femme de chambre. Elle a confiance en elle et elle se rend compte qu'elle est capable d'avoir des missions de confiance. Et il y a une complicité, une complicité de maître à domestique. Oui, ça bien sûr. Enfin, domestique, façon de parler, oui. Non, je dis domestique au sens latin du terme, voilà, c'est-à-dire qui appartient à la maison, à la domus. Voilà, exactement. Et certainement, il y a des sentiments. Mais alors, enfin, il est évident que c'est pas de l'amitié comme avec Madame de Lamballe ou de Polignac. S'il n'y avait pas eu la Révolution, oui. On ne parlerait probablement pas de Madame Campan, qui d'ailleurs n'aurait très probablement pas écrit ses mémoires. On n'en saura jamais rien. Ou alors on en parlerait comme de Madame du Hausset, qui a écrit ses mémoires dans l'entourage de Madame de Pompadour. Mais c'est le même genre. Ça n'aurait pas le même impact. Là, ce qui va être extraordinaire, c'est qu'arrive cet événement majeur et que fait Madame Campan face à cette tourmente révolutionnaire ? Alors justement, Madame Campan vraiment a capté, et à juste titre, la confiance de la reine. Et à partir du moment où éclate la Révolution, et surtout à partir du moment où la famille royale se retrouve aux Tuileries, Marie-Antoinette investit Madame Campan de fonctions qui n'étaient pas les siennes. Elle recopie ses lettres chiffrées et c'est elle qui lui dit de faire un certain nombre de missions secrètes, missions de confiance. Et Madame Campan, elle s'en rendra tout à fait digne. Elle a de vrais secrets, et je dirais des secrets d'État. Et elle prend des risques. Elle prend des risques très très grand. Et Monsieur Campan, qui était non pas le mari, mais le beau-père de Madame Campan, reçoit de la part du roi des papiers confidentiels, et à un moment donné, la reine confie à Madame Campan ses bijoux, et tout ceci sera restitué ou brûlé, je parle des papiers, car à un certain moment, il est plus prudent de brûler les papiers secrets que le roi a confiés à Madame Campan. Donc ça, c'est tout à fait exact, et le rôle de Madame Campan n'est pas négligeable. C'est elle qui fait passer toute une correspondance secrète. Elle reste là jusqu'au bout, jusqu'à la chute de la monarchie. Elle est dans le secret du voyage de Varennes, par exemple. Exactement. Et Varennes, elle a vu les choses. Elle l'a vu. Vraiment. Alors, il y a des royalistes mal intentionnés qui l'ont après, quand elle se rallie à l'Empire, qui l'ont accusée d'être la responsable de l'échec de Varennes, ce qui est énorme et d'une injustice parfaite. Oui, bien sûr. Totale. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours, si j'ose dire, plus royalistes que le roi. Et là, elle en a pâti. Elle en a pâti. À partir de la mort du roi, donc il y a ce procès et cette mort du roi, tout début de l'année 1793, la reine elle-même va être guillotinée le 16 octobre 1793, arrive la terreur pendant un an, de l'été 93 à 94. Là, les mémoires ne nous disent plus rien. Que devient-elle Alors, Madame Campan vit des moments extrêmement dramatiques, parce que sa maison est brûlée, elle se réfugie dans une propriété de famille qui est près de Saint-Rémy-les-Chevreuses, et là, de temps en temps, elle vient à Paris déguisée. Il y a son beau-frère sa sœur était femme de chambre de la reine, Madame Auguier. Elle a une autre sœur dont le mari, qui s'appelle Monsieur Rousseau, est guillotiné. Elle s'occupe
de ses nièces. Son autre sœur, on dit qu'elle se suicide en réalité, enfin elle tombe par la fenêtre, est-elle suicidée ou est-ce un accident? Enfin, c'est absolument dramatique. Et pendant cette période, qui dure quand même plus de 2 ans, très très angoissant, elle fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Rose de Beauharnais, c'est-à-dire la future impératrice Joséphine. Et ce qu'il y a d'incroyable dans la vie de Madame Campan, c'est qu'elle a été témoin de la vie privée et quotidienne de Marie-Antoinette, et elle va ça va recommencer. Recommencer. Elle va être aux premières loges dans la vie privée de Joséphine et de sa fille Hortense, des sœurs de Napoléon, parce que il lui vient. Elle c'est une femme très moderne. Ça, c'est la grande idée de sa maturité. Idée de Madame Campan. Son idée, c'est que les femmes doivent travailler et s'en sortir seules quand elles n'ont pas d'emploi, et il faut, on change de société. Elle a cette conscience-là, et ça, c'est très intéressant. Et elle fonde un établissement d'enseignement pour jeunes filles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à une époque où, évidemment, sont arrivées dans les allées du pouvoir, sont arrivées au sommet de la société, des personnes qui n'ont pas du tout reçu l'éducation aristocratique. Et donc, il faut former, et j'allais dire former à grande vitesse, tous les cadres de ce qui devient la nouvelle monarchie, c'est-à-dire l'Empire fondé en 1804. Et là, il y a du travail. Notamment les sœurs de Napoléon. Justement, il y a plus d'enseignement. Les congrégations ont été dissoutes. Les religieuses ne peuvent plus donner l'enseignement qu'elles donnaient aux filles, et c'est là la grande idée de Madame Campan. Il faut que les jeunes filles soient éduquées, et elle fonde cette maison d'éducation qui est à Saint-Germain. C'est la maison dont va nous parler Clémentine, parce que cette maison, elle a beaucoup changé depuis, mais elle existe toujours sur le fond. Elle existe sur le fond, mais au début, il s'agit, alors elle réunit là des jeunes filles qui sont de milieux différents. Il y a des filles d'aristocrates qui ont été guillotinées. C'est le cas d'Hortense de Beauharnais. Et puis des filles de grands bourgeois et de grands financiers, les filles Perregaux. Et puis Bonaparte, par l'intermédiaire de Joséphine, de Rose qui s'appelle maintenant Joséphine, envoie ses sœurs qui sont d'âge différent. Et là, elle s'est inspirée en partie de ce qu'avait fait Madame de Maintenon, bien sûr. Et puis également, elle a lu des traités d'éducation anglais, et elle essaye de donner à ces jeunes filles une éducation qui leur permettra de se débrouiller dans la meilleure des sociétés. Et aussi, elle veut exalter en elles leur qualité naturelle et les entourer d'une chaude tendresse, parce que tout ce monde-là a vécu des moments extrêmement difficiles. Et elle sait de quoi elle parle, là, bien sûr. Sait exactement. Elle va mourir à 69 ans. Oui. Elle meurt à 69 ans, ce qui est un âge avancé pour l'époque, mais enfin, elle n'a en fait jamais vraiment été malade. Donc, elle est très bien vue de Napoléon jusqu'au moment où elle va fonder la maison de la Légion d'honneur, mais là, elle n'est plus libre de ses moyens, de ses mouvements, puisqu'elle va dépendre du chancelier de la Légion d'honneur et d'un monde qui n'est plus le sien, qui est le monde militaire. Mais enfin, c'est une carrière, c'est une consécration absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Evelyne Levert. Les mémoires de Madame Campan sont disponibles évidemment au Temps retrouvé. Et quant à l'ouvrage de Geneviève Haroche-Bouzinac, qui s'appelle La vie mouvementée d'Henriette Campan, et vous comprenez maintenant, vous comprenez mieux ce titre, il est publié chez Flammarion. Vous êtes vous-même l'auteur, dois-je le rappeler, du Dictionnaire amoureux des reines, publié chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et tous les jours sur Europe 1, nous vous proposons de plonger au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, nous évoquons la femme de chambre de Marie-Antoinette et nous partons sur les traces de Madame Campan à Saint-Denis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur avec Clémentine Portier-Kaltenbach, chroniqueuse histoire à Femme Actuelle Jeux. Bonjour Clémentine, est-ce que vous êtes vous-même une demoiselle de la Légion d'honneur ? Eh bien, j'aurais pu, figurez-vous, parce que j'ai un ancêtre qui a dû être parmi les tout premiers décorés de la Légion d'honneur. Légion d'honneur, j'exagère, je me demande s'il n'a pas été décoré en 1806, donc j'exagère un petit peu. C'est ce qui s'appelle les membres fondateurs. Mais c'était tout de même pas mal. Oui. Oui, non, tout à fait. Mais nous, on a toujours été dans l'école publique, dans la famille. Voilà. C'est loin de Paris, c'est l'école publique, hein, la Légion d'honneur. Oui, enfin, il aurait fallu aller vivre à Saint-Denis ou aux Loges à Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'étais Paris 6e, ça m'allait très bien. Pourquoi disons-nous les maisons d'éducation ? Parce qu'il y a eu plusieurs maisons. Il y a donc eu celle d'Écouen, qui a remplacé celle de Saint-Germain-en-Laye, où était Madame Campan, et créée en 1807. Et puis, seconde maison ouverte à l'abbaye de Saint-Denis en 1809. Il y avait également 3 maisons d'orphelines
d'origine, créée en 1810 et dont il n'en reste qu'une seule, la Maison des Loges. Donc aujourd'hui, quand nous parlons des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, nous parlons des loges et de Saint-Denis, et cela concerne 1000 élèves descendants de décorés de la Légion d'honneur ou de médaillés militaires ou même de décorés du mérite, figurez-vous. L'acception s'est élargie. Et alors ces demoiselles sont pas vraiment idéalement logées parce que pour certaines, elles sont donc dans un parc de 8 hectares, dans un ancien couvent à Saint-Germain-en-Laye, et pour les autres, à Saint-Denis, dans un joyau de l'art classique qui est l'ancienne abbaye éponyme, entourée d'un parc de 24 hectares. Alors ces 1000 demoiselles, elles sont vraiment bien loties et elles bénéficient. Mais en même temps, elles travaillent bien. Parce alors, que elles travaillent bien. Les chiffres de réussite 100% sont faciles. de réussite Voilà. au bac, 68% de mention très bien. Elles sont placées sous l'autorité du grand chancelier, comme à l'époque de Madame Campan. Leur devise est honneur et patrie, comme la devise de la Légion d'honneur. Parti aussi, oui, parfois. parti aussi, si on veut. Et alors, ce qui est amusant, c'est quand on lit le code de la Légion d'honneur, l'éducation qui est donnée a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté, ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux, et de les préparer par leur instruction et la formation de leur caractère à s'assurer une existence digne et indépendante. Et quand on compare à ce que disait l'empereur dans les années 1800, il avait dit à Madame Campan, faites-nous des mères et aussi élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses. Alors ça, c'était pas parti pour faire des femmes de tête. Heureusement, Madame Campan a su influencer le contenu de l'enseignement dans les établissements. Et alors, évidemment, nous connaissons tous les fameux uniformes des demoiselles de la Légion d'honneur, cette robe bleu marine. Nous ne les connaissons peut-être pas tous. Ah oui, alors c'est très joli, robe bleu marine sans manches, chemisier blanc à manches courtes en été, longue en hiver, une pèlerine, un béret et la ceinture portée en baudrier, cette ceinture qui indique le niveau, vert pour les 6e, aurore, car on ne va surtout pas dire orange pour les 4e, et nakara. Alors là, je vous tiens, madame, monsieur, qu'est-ce que c'est que le nakara? C'est la ceinture, la ceinture des 3e. Nakara, c'est des secondes. C'est rouge cerise orangé. Mais évidemment, c'est une terminologie utilisée dans la mode, mais qui désigne les élèves. Donc, êtes-vous verte, êtes-vous aurore ou nakara? C'est quand même extrêmement joli. Ceinture portée en baudrier, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors, tout ça date de Madame de Maintenon, d'ailleurs, parce que c'était elle qui avait eu cette idée. Mais effectivement, Madame Campan, bien sûr, a récupéré un certain nombre de pratiques de la maison de Madame de Maintenon. Et alors, ces demoiselles, elles font énormément de musique. À Saint-Denis, il y a une salle de 430 personnes et chaque année, il y a un concert présidentiel. Et depuis le général de Gaulle, tous les présidents de la République viennent au concert présidentiel. Et les demoiselles, on les sollicite aussi pour la séance annuelle de rentrée de l'Académie française ou les commémorations des 8 et 6 juin. Donc, il y a quand même 8 mai et 6 juin. 8 mai et 6 juin. On conserve quand même un lien avec cette tradition et cette histoire. Et ça a beaucoup d'allure, d'autant qu'elles viennent de tous les horizons et de milieux très différents. J'aime bien quand vous nous parlez des traditions comme ça. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors, tout le monde a toujours cru que Lorena Martin sortait de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Est-ce que c'est vrai, Lorena? Non plus. Mais non quelle plus, déception Franck. aujourd'hui. Non plus. Et j'ai envie de vous parler en fait d'un musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, puisqu'on on parlait est à de Saint-Denis, qui se situe en fait dans l'ancien cloître réhabilité du XVIIe siècle, l'ancien Carmel de Saint-Denis, qui a été fondé donc en 1625. Et en fait, en 1770, le Carmel connaît une grave crise financière et c'est une pensionnaire célèbre qui va le sauver, puisque c'est Madame Louise de France, Louise de France, fille la de plus Louis jeune XV. des filles de Louis XV. Voilà. La petite sœur d'Adélaïde et Victoire dont on parlait tout à l'heure. Voilà. D'entrer dans les ordres. Ah oui. Et elle y séjourne entre 1770 et 1787. Le roi s'y rend donc plusieurs fois pour rendre visite à sa fille. Et c'est elle notamment qui entreprend de nombreux travaux et qui va entraîner la reconstruction de la chapelle à l'architecte Richard Mick, qui est l'architecte de la cour et auteur du Trianon à Versailles. C'est une sublime chapelle que l'on peut toujours voir. Et dans ce musée qui existe donc depuis 1981, vous avez des collections complètement différentes. Au premier étage, les cellules ont été cellules restaurées. des Carmélites, en fait. Voilà. Et oui aussi, la cellule en fait qu'occupe Louise de France a été reconstituée. On y évoque aussi le mythe et l'histoire de Saint-Denis, du premier évêque de Paris décapité et martyr qui donnera le nom à la ville. On y voit aussi les fouilles menées depuis 1973 par l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis, au chevet nord de la basilique. Et puis aussi l'une des plus importantes collections au monde sur la guerre de 1870 et la Commune de Paris. C'est très Il y a intéressant. aussi Ça, c'est un endroit pour Clémentine, oui, ça. Ouais. un ancien... Leur publicité est sur mon frigo depuis Ah, 10 ans. L'apothicarie aussi de l'ancien Hôtel-Dieu et puis le fond
Paul Éluard, puisqu'il était natif oui, bien de sûr. la ville. Donc il y a tout son fonds installé dans le pavillon construit pour Louis XV, et puis un jardin d'essence avec notamment des roses de Jacques-Louis Dessemet, qui était le premier créateur français de roses sous le Premier Empire, et qui a, à cet emplacement précis, dans les jardins du Carmel, il avait créé 218 variétés de roses. Merci beaucoup Lorena et merci à vous Agnès. Nous nous retrouvons demain. Merci à vous Franck. On vous retrouve demain vendredi 13 octobre pour Eh une oui, vendredi émission 13. consacrée à Mata Hari. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.